Je crois que par rapport à des jeunes d'aujourd'hui, j'ai beaucoup lu. On lisait parce que en Nouvelle-Calédonie, la télé est arrivée très très tard. Moi j'ai eu la télévision à la maison en 1968, j'avais 18 ans, donc j'avais déjà le bac. J'ai passé mon baccalauréat sans la télévision. D'ailleurs, j'ai aussi passé mes révisions de baccalauréat à la lampe à pétrole parce qu'on n'avait pas d'électricité à la maison, dans l'endroit où j'habitais, à la Conception, tout près d'une tribu, lorsque j'avais cet âge-là. Et on avait un groupe électrogène, et le groupe s'éteignait à 10 h du soir, et s'il fallait réviser, on révisait à la lampe à pétrole. Donc je suis d'un autre monde par rapport au monde d'aujourd'hui. Encore une fois, je dis ça sans nostalgie. Mais je ne veux pas faire ancien combattant, mais c'était un autre monde. Donc c'était un monde où forcément la lecture comptait beaucoup. Et la lecture d'adolescence, c'est quand même celle ensuite qui marque toute une grande partie de votre vie. La lecture de mes lectures, bon évidemment, c'était ce qu'on nous apprenait avec le Lagarde et Michard. L'éternel Lagarde et Michard, qui était notre Bible. D'abord, en Nouvelle-Calédonie, on n'avait pas grand chose d'autre. Donc, mes lectures, c'est d'abord les classiques français d'abord. Que ce soit Corneille, que ce soit Racine, on apprenait à réciter des tirades du Cid entier, des tirades de Phèdre ou des tirades encore de Corneille, de Polyeucte pour le théâtre. Mais on lisait Molière, je dévorais Victor Hugo à l'époque, et là encore, je crois que je pourrais encore aujourd'hui réciter une partie de Beaux endormis et de la symphonie nuptiale qui termine Beaux endormis, ou Waterloo que j'apprenais par cœur et que l'on récitait. Donc un enseignement français très classique, quoi. Et puis ensuite les lectures de beaucoup d'auteurs américains, c'est-à-dire Hemingway, Steinbeck, bien sûr, tout Steinbeck. C'était mes lectures d'adolescence. Erskine Caldwell, etc. C'était mes lectures d'adolescence. Ensuite, c'est les lectures qui m'ont marqué. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour moi, je n'arrive pas à séparer ce monde du livre et de la lecture des heures passées dans les cases Kanak avec la fumée et la parole, à écouter la parole des vieux, ou sur les nattes avec les Wallisiens à écouter ce qu'ils racontaient, ou autour d'une table avec le whisky ou la bière autour et raconter les histoires orales dites avec un accent caldoche à couper au tamioc, des histoires de chasse, des histoires de pêche. J'arrive pas à scinder cela. Je suis à la fois héritier d'une culture française qui m'a été appris par l'école, mais mon pays, les gens de mon pays m'ont profondément aussi marqué, imprégné de leur récit, de leur culture orale. Et en moi coexistent les deux. Je peux très bien aller dans un colloque international sur un sujet très pointu, discuter avec des docteurs, etc. Et puis revenir en Nouvelle-Calédonie, remettre mes claquettes ou marcher pieds nus, aller poser ma scène pour attraper mes picots et mes mulets. J'ai besoin des deux. Je ne suis pas l'un sans l'autre. J'ai énormément de mal à dissocier
la lecture, l'écriture et cette autre forme de transmission culturelle qui est aussi l'oralité. Eh bien, je vis à Nouméa depuis 1865, c'est-à-dire l'époque où les premiers Barbensans ont débarqué dans cette ville de Nouméa qui s'appelait alors Port-de-France. Ma famille est une famille de citadins. C'est une famille qui n'a jamais eu de terre en brousse. C'est une famille dont le terroir est essentiellement la ville de Nouméa. Nous sommes des gens du sud et des gens de la ville. C'est-à-dire que dans ma famille, on était généralement fonctionnaires, ou agents de police, ou dans l'administration en tout cas. Nous ne sommes pas la famille traditionnelle calédonienne avec des troupeaux de bétail, des colons sur des champs, etc. Alors il faut quand même nuancer un peu cela, car la ville de Nouméa au XIXe siècle et même de mon enfance n'a rien à voir avec la ville de Nouméa d'aujourd'hui. La ville de Nouméa d'aujourd'hui est une véritable cité métropolitaine avec des quartiers qui se sont très étendus. Hein. La superficie de Nouméa aujourd'hui, c'est presque les 20 arrondissements de Paris. C'est une ville très, très, très étendue. Mais Nouméa, pendant très longue période, Nouméa était une ville où il y avait encore un caractère rural important. Moi, je n'ai pas souvenir, enfin plutôt j'ai souvenir d'un Nouméa de mon enfance où tout le monde avait chez soi un poulailler, un coq. Et j'ai coutume de dire que j'ai su que Nouméa était devenue une grande ville le jour où je n'ai plus entendu les coqs chanter. On avait interdit les poulaillers, ça y est, on était passé à une autre dimension, à une dimension véritablement urbaine. Là où j'habitais, c'est un quartier qui s'appelait le Mont-Vénus, qui donnait sur deux quartiers populaires, qui avaient des noms américains, qui tenaient de la présence américaine pendant la guerre. L'un s'appelait le Receiving, l'autre le Motorpool. Et bien juste en face de chez moi, ce qui est un beau quartier résidentiel aujourd'hui, on rentrait encore le bétail. Alors que nous sommes en plein Nouméa aujourd'hui. Donc ça, je vous parle ça dans les années 1960. Ma famille comme moi-même, nous sommes profondément attachés à la ville de Nouméa. La ville de Nouméa, c'est notre terroir. Ma petite enfance s'est déroulée donc d'abord dans le quartier traditionnel des Barbensans et des Morondeaux, qui sont les deux noms de famille et de mon père et de ma mère, qui était le Faubourg Blanchot. Et avant que l'on déménage vers le Mont-Vénus. Et ma petite enfance a été marquée par une tragédie qui est celle de la disparition de mon père dans un naufrage, qui était l'un des naufrages les plus importants de la marine de commerce française. Et mon père était mécanicien sur un caboteur qui reliait les îles Loyauté, donc sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et le 31 juillet 1953, ce caboteur a disparu avec 126 personnes à son bord. Et donc, je n'ai pas connu mon père. Je n'ai de lui qu'une image et qu'un mythe. Et en particulier le mythe de la France libre, de l'engagement dans le général de Gaulle, avec le général de Gaulle, lorsqu'il est parti à la guerre à 18 ans sur un navire de guerre aussi. Il était mécanicien à bord du navire de guerre aussi, avec beaucoup de compagnons de Nouvelle-Calédonie. Ils avaient rejoint cette espérance et cette voie qu'était le général de Gaulle. Donc ma petite enfance, elle est marquée par cela.
Ma mère s'est remariée, j'ai été élevé à la fois par ma mère et par celui que je considère comme mon père, parce qu'il m'a élevé, hein, qui était d'origine anglaise, qui était venu travailler en Nouvelle-Calédonie. Enfin, ma petite enfance, elle est aussi marquée par ma grand-mère, celle qu'on appelait Mémé, qui m'a profondément marqué. Elle était veuve depuis 1936. Elle était petite, comme toutes les grand-mères, comme toutes nos grand-mères de l'époque, toujours habillée de gris ou de noir. Et j'ai un souvenir précis de sa voix, de ce qu'elle nous disait. Il y a des choses que j'ai gardées d'elle et que j'essaye de transmettre à mes enfants. Pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne s'attachent plus aux traditions. Mais par exemple chez moi, en souvenir de ma grand-mère, je ne garde jamais le pain à l'envers. C'est-à-dire, lorsque le pain est à table, il faut qu'il soit, il ne faut pas qu'il soit sur le dos, quoi. J'ai le souvenir de ma grand-mère derrière moi, la phrase de dire « ce pain, on ne l'a pas gagné sur le dos, on a travaillé pour l'avoir. Et le pain, ça se respecte. » Voilà. Ce sont des petites choses qui venaient qui venaient des origines à la fois corse et des origines paysannes. Évidemment, cette vie de l'époque, c'était une vie surtout en famille, avec les cousins, etc. Mais c'était aussi une vie libre, dans le sens où les terrains vagues à Nouméa étaient extrêmement importants. Alors on avait des terrains de jeu qui étaient immenses. Et je garde un souvenir, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais je garde un souvenir de grande liberté parce que on n'était pas nombreux et on se connaissait. Je garde aussi un souvenir de cette période d'une ville où on ne fermait jamais les portes des maisons, on ne fermait pas les fenêtres, on ne fermait pas les portes des voitures, parce que ça aurait été insultant pour le voisin de partir et de fermer sa porte. C'est-à-dire qu'on n'avait pas confiance entre nous. C'était un autre monde, je n'ai pas de nostalgie du tout de ce monde-là, mais c'est un monde que j'ai connu et que vraiment que je suis heureux d'avoir connu. Quand mon père a disparu alors que j'étais très jeune, hein, j'avais à peine 3 ans, j'ai été en classe tout de suite. C'est-à-dire que normalement on attendait 6 ans pour rentrer à l'école. Moi j'étais en classe dès l'âge de 3 ans et demi. Ma maman, n'ayant pas d'argent pour avoir quelqu'un pour me garder, et comme elle travaillait comme institutrice chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, je l'ai suivie en classe. Ce qui fait que j'ai su lire très tôt par rapport à tous mes camarades de classe, et ce qui fait que j'ai toujours été en avance, en âge en tout cas, si ce n'était pas le cas en maturité, mais en âge en tout cas, j'ai toujours été en avance pendant toute ma scolarité. J'étais toujours le plus jeune, le plus petit dans la classe, etc. Et à chaque fois qu'on me demande aujourd'hui, dans les repas officiels, ou dans les colloques, ou dans les congrès, de me présenter, où il faut donner les diplômes que l'on a, les études que l'on a faites, de quelle école on sort, etc. J'ai souvent l'habitude de dire, j'ai appris à lire et à écrire avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, le reste est venu après. Voilà. Je pense que ces premières années-là, d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, restent des années fondamentales pour la suite. Les études, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'histoire. Je voulais être historien. Je n'étais pas très bon dans les autres matières, mais en histoire, j'ai toujours été premier de la classe. J'ai toujours été passionné d'histoire. Et j'ai presque orienté d'ailleurs toutes mes études, toutes mes lectures autour de l'histoire. Quand d'autres allaient jouer, moi je lisais le dictionnaire. Et
Dans le dictionnaire, je lisais bien entendu, dans le Larousse, la partie des personnages célèbres. Je dévorais les livres de peinture, les livres, tout ce que je ne pouvais pas voir en Nouvelle-Calédonie. Tous les grands peintres, les impressionnistes, les peintres de la Renaissance, je dévorais tout cela, tout ce qui me faisait rentrer dans un monde que je n'avais pas autour de moi. Alors évidemment, j'adorais et j'adore le monde que j'ai autour de moi. Mais ce monde-là, c'était un monde aussi rêvé, un monde mythique, un monde d'évasion que je n'ai pu rencontrer qu'en quittant la Nouvelle-Calédonie pour aller faire mes études à l'âge de 18 ans. Car il n'y avait pas d'université en Nouvelle-Calédonie. Donc il fallait partir. Et je suis parti donc en France, plus exactement à Aix-en-Provence, où j'ai fait des études d'histoire. Dans tout ce que j'ai pu écrire, il y a évidemment deux grands volets. Le volet historique, puisque j'ai beaucoup écrit sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et en particulier sur l'un des sujets les plus difficiles, l'un des sujets sur lequel personne ne voulait travailler, et ce sujet c'est celui du bagne, celui des travaux forcés. J'ai travaillé près de 20 ans, 25 ans, avant de soutenir une thèse de doctorat sur le sujet. De cette thèse de doctorat, il a été fait un livre qui s'est appelé L'archipel des forçats. La thèse de doctorat, elle s'appelait Entre les chaînes et la terre. C'est-à-dire entre le fait d'être puni et ensuite mis à la terre pour être réhabilité. Mais le titre n'était pas assez vendeur. Donc on a changé le titre et on l'a appelé L'archipel des forçats. Ça, c'est le travail de toute une vie. Qui vient de se concrétiser la semaine dernière par un documentaire fiction de 93 minutes auquel j'ai collaboré, dont je ne suis pas du tout le réalisateur, mais auquel j'ai collaboré longuement, qui va s'appeler aussi L'archipel des forçats. Le reste de mes études tourne autour Le reste de mes écrits historiques, que ce soit les articles, que ce soit beaucoup des articles qui sont parus, d'ailleurs qui ne sont publiés que sur Internet, qui sont donc consultables sur le site Criminocorpus, tournent autour de la déportation politique, de la déportation en France, française, à travers le monde. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'écrits qui sont liés à la politique. Je me suis engagé en effet politiquement en revenant de mes études. Et dans les années 80, j'ai participé grandement à mettre un gouvernement en Nouvelle-Calédonie avec à sa tête Jean-Marie Tjibaou. Et dans ce gouvernement, il y avait 5 Kanaks et 2 Calédoniens d'origine européenne. C'était un gouvernement où les indépendantistes étaient majoritaires. C'était un gouvernement avec lequel nous avons fait beaucoup de réformes. Réforme fiscale, création de l'impôt sur le revenu qui n'existait pas jusque-là. Réforme foncière, des grandes réformes dans l'enseignement. C'est un gouvernement auquel je suis fier d'avoir participé, d'avoir participé à ce qu'a été Jean-Marie Tjibaou pour nous, c'est-à-dire l'exemple d'un homme d'État et d'un homme avec une profondeur, une épaisseur qu'on n'a pas retrouvée depuis. Évidemment, ces prises de position ont fait que dans la société calédonienne, j'ai été et je reste quelqu'un de marginal. Et même si ma voix est encore écoutée
ou consulter, je reste quand même aujourd'hui à la fois un observateur de la société et quelquefois celui qui en même temps continue à dénoncer les inégalités qui peuvent encore exister ou tout ce qu'il reste encore, à faire. De cette expérience sont sortis 2 livres. Le premier s'est appelé Le pays du non-dit, qui a été en Nouvelle-Calédonie un gros succès de librairie. Depuis, le titre est extrêmement repris par beaucoup de gens. Le non-dit, c'est évidemment le non-dit autour du bagne, dont les gens ne voulaient pas parler, mais aussi le non-dit autour de tout ce qui n'allait pas et dont il ne fallait pas parler, comme si dans un pays de tradition orale très forte, tant chez les Kanaks que chez les Calédoniens d'origine européenne, dire les choses, dire ce qui n'allait pas, cela faisait exister ce qui n'allait pas. Alors que c'est exactement le contraire. Mais tant que les choses n'étaient pas dites, on avait l'impression que le mal n'existait pas. Et celui qui dit les choses, il apparaissait un peu comme un imprécateur, quoi. Donc ça a été une période assez difficile à vivre. Ceci dit, le livre s'est beaucoup vendu. Et le lendemain de la sortie du livre, le soleil s'est levé. Il a continué à se lever. Et je veux dire, le ciel n'est pas tombé sur la tête, ni sur la mienne, ni sur celle, ni sur celle du pays. Et donc, aujourd'hui, le livre est sorti en 1992, aujourd'hui on est dans un autre contexte, le pays parle beaucoup plus. J'aurais du mal aujourd'hui à intituler le pays du non-dit. Ça n'aurait plus la même force, la même puissance. Le deuxième livre, qui a été écrit en même temps, mais qui a été publié un peu plus tard, s'appelle La Terre du Lézard. C'est un livre où je parle plus de ma famille, de notre présence en Nouvelle-Calédonie, mais également d'un personnage qui s'appelle Loura Machoro, qui était un combattant de la liberté, un combattant un indépendantiste qui a été tué en janvier 1985. Et donc j'essaye de donner le regard d'un Calédonien d'origine européenne sur mon pays et sur mon peuple et sur ces événements qui ont été tragiques des deux côtés, et sur cette violence que l'on a traversée à ce moment-là, dans une situation qu'on appelle événement, mais qui en réalité était une guerre. Une guerre qui ne veut pas dire son nom, mais qui était une guerre. Le reste de mes activités, je reste quelqu'un de l'oral quand même, hein, même si j'ai beaucoup écrit, parce que dans ce pays, écrire un petit peu, c'est beaucoup écrire, je reste quand même quelqu'un qui aime l'oral. Je suis plus un homme de conférence, de contact avec le public. Je crois beaucoup à l'oralité. Et c'est ma fréquentation depuis mon plus jeune âge du monde kanak, depuis mon enfance. Qui fait cela, je ne sais pas, mais je crois beaucoup à l'oralité dans ce pays. Je crois beaucoup à la parole. Et je sais que lorsqu'on a choisi comme devise du pays, j'espère qu'elle sera prise officiellement, terre de parole, terre de partage, je me suis retrouvé complètement dans cette devise. Si je dois me définir, je crois que dans l'une des composantes essentielles pour moi, c'est d'être un insulaire. Je suis profondément un insulaire. J'ai souvent l'habitude de dire, il n'y a pas d'historien insulaire, il n'y a pas d'écrivain insulaire.
il y a des bons ou des mauvais historiens, des bons ou des mauvais écrivains. En revanche, il y a des insulaires historiens et il y a des insulaires écrivains. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, par notre insularité, nous apportons un regard, qui est un regard différent, qui est pas supérieur au regard de celui qui vient de l'extérieur, mais qui n'est pas inférieur non plus, qui est souvent complémentaire. Il y a en nous des spécificités. Dans la recherche historique, et nous avons des connaissances ataviques, qui fait que nous sommes tout à fait à l'aise dans les liens de parenté, dans les parentèles, dans les familles. Nous savons que ce nom-là vient de tel village ou de telle partie de la ville, etc. Donc, quand nous abordons un problème, nous avons des connaissances qui nous permettent d'apporter, encore une fois, une vision ou donner une appréhension différente du problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reproche souvent à l'historien des îles, de l'île, ce qu'on appelle la myopie insulaire. Et moi je réponds que on ne peut pas soigner la myopie insulaire par la presbytie continentale. Là, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous, insulaires, nous ne sommes pas là uniquement pour regarder notre nombril, faire du nombrilisme. Nous sommes capables de monter sur la colline, en haut de la crête, et lorsque l'on regarde la mer, on n'est pas obligé de voir que du bleu. On peut voir aussi le monde et porter un regard sur le monde. Et il n'y a pas de raison que ceci appartienne qu'aux continentaux. Le fait de venir dans le pittoresque qu'est l'île pour venir l'explorer comme un laboratoire. Moi, je ne crois pas du tout en tout ça. Je crois que nous portons aussi notre regard sur le monde. L'insulaire, pour moi, c'est quelqu'un qui sait profondément que le renouvellement des techniques, des pensées, va venir de l'extérieur. Qui connaît les limites de son île, donc qui connaît les limites de son art et de sa création, qui sait que l'évolution va forcément arriver d'ailleurs. Et l'autre, quand il arrive, il n'est pas rejeté par l'insulaire. Il est observé. S'il s'adapte, il est adopté. S'il ne s'adapte pas, il n'est pas adopté. Mais en même temps, l'insulaire, c'est également quelqu'un qui porte en lui un syndrome, qui est le syndrome du tsunami. C'est-à-dire l'angoisse de la vague, et en particulier la vague de population qui va arriver, qui va déferler, qui va remettre en cause l'équilibre et l'harmonie de l'île. Car l'île a besoin d'une harmonie et a besoin d'équilibre. Et être insulaire responsable, être insulaire écrivain ou historien ou homme politique, c'est toujours être sur cette ligne de crête-là qui sépare le nécessaire renouvellement de l'indispensable équilibre. C'est ça pour moi être insulaire.